D'abord, je voudrais vous remercier d'être présent pour ce samedi matin, dernière demi-journée de notre forum Smart City. On est très heureux à la tribune que ce forum ait été maintenu, parce que les circonstances, évidemment, ne se prêtaient pas forcément à réussir cet événement. On remercie la mairie de Paris de nous avoir aidés. Vous avez vu ce matin, hier, nous étions en bleu, blanc, rouge. On rendait hommage aux morts et aux blessés du 13 novembre. Ce matin, j'ai décidé de mettre une écharpe et une chemise verte. Mais Nazia, mais ça, oui, on le sait très bien aussi. Parce que le drapeau vert va se mettre aux couleurs de la France pendant quelques semaines à l'occasion de l'ouverture de la COP 21. Comme vous le savez, les événements font que la société civile qui devait se manifester, et c'est le sujet dont nous allons parler au cours de cette table ronde, pour faire pression sur les gouvernements, pour dire il est plus que temps de faire quelque chose. La transition vers un monde bas carbone est quelque chose de crucial pour l'humanité. Évidemment, tout ça prendra du temps, mais Paris était censé, et j'espère Paris sera le début d'une nouvelle dynamique, on va en parler. Et puis, effectivement, les circonstances font que la société civile ne peut pas parler. Donc nous, ce qu'on voulait dire, c'est qu'à la tribune, avec ce débat qu'on a fait ce matin, et qui est en streaming, qui sera sur notre site, qui pourra être vu par tous les lecteurs de la tribune, et dont nous ferons un compte-rendu, eh bien, c'est aussi un acte de résistance et un acte citoyen que d'être là ce matin. Merci aux intervenants qui ont accepté de venir. Avant de démarrer le débat, je voudrais passer la parole à notre traditionnel pitch start-up. Et donc, c'est Anne Buffetot, qui est fondatrice d'Hopways, qui va vous parler pendant 3 minutes. Bonjour à tous et merci d'être là. Au moment où on parle beaucoup de la COP 21 qui arrive, on pense souvent à nos enfants. On essaye de protéger notre planète pour nos enfants, entre autres, la rendre plus vivable, plus agréable, plus respirable. On pense aussi à leur épanouissement. Et pourtant, on constate encore que nous avons beaucoup à faire. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu aux abords d'un stade de football avant un entraînement d'enfants et si vous avez constaté le nombre de véhicules qui étaient stationnés pour les déposer à leur entraînement. On peut en compter jusqu'à 30. Qu'est-ce que ça provoque? Beaucoup d'encombrement, pas mal de pollution et beaucoup de fatigue de parents qui viennent tout seuls, alors qu'en réalité, ces parents habitent sans doute le même quartier, qu'ils pourraient partager un adulte pour 4 enfants, une voiture pour 4 enfants et réduire d'autant le temps qu'ils passent à le faire et la pollution qu'ils génèrent en le faisant. C'est ce que nous avons voulu faire en mettant en place notre plateforme Internet. Nous sommes 4 mamans et partant de ce type de constat que parfois nous refusions une activité à nos enfants parce que nous n'étions pas disponibles. Parfois, nous avions un comportement qui était peu citoyen, alors que nous les engageons à être respectueux de leur environnement et que nous prenions facilement une voiture pour nous dépêcher par facilité. Nous permettons, nous, aux parents, de mettre en commun leurs déplacements pour leurs enfants et de se les répartir pour gagner du temps et pour limiter le nombre de véhicules qui sont utilisés à cet effet. Et par ailleurs, nous essayons de répertorier les équipements de proximité, les activités, pour éviter de se déplacer loin, alors que peut-être en bas de chez soi, il existe un cours de danse, un cours de piano, auquel nous pourrions nous rendre au lieu de traverser toute une ville et de prendre une voiture. Ce site s'appelle Hopways. Et aujourd'hui, nous essayons de développer une application mobile pour rendre cette action plus interactive, permettre aux parents de communiquer autour de leur trajet et de se rassurer entre eux. Voilà, et je vous engage, si vous le souhaitez, à aller sur la plateforme, à mettre vos trajets, à inciter tous les parents que vous connaissez à le faire et peut-être dans les communes à inciter et à adopter les parents à adopter ce comportement pour le bien des enfants et pour le leur. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne. Voilà. Une très heureuse initiative qui intéressera certainement tous les parents parisiens et de partout. Alors, climat et société civile, on n'a pas voulu en dire plus en fait sur l'intitulé de cette table ronde et pourtant il y a beaucoup à en dire.
J'en ai dit quelques mots sur le contexte, mais évidemment, le sujet, c'est pas seulement la COP21, c'est l'action qui vient de loin et qui ira loin, on l'espère, en faveur du climat. Alors pour en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous Suzanne Georges, qui est présidente d'honneur d'Attaque France, qui a été une des fondatrices d'Attaque et qui est membre de Greenpeace également. Suzanne Georges, je vais vous donner la parole dans un instant. Nous avons également à sa droite Serge Auru, qui est conseiller à la mairie de Paris, qui a été directeur général de WWF France. Il nous parlera aussi d'initiatives de la ville. Et puis à ma gauche, à côté de moi, nous avons l'extrême honneur d'avoir Nazia Mestaoui, qui est une belgo-tunisienne et qui est une artiste formidable. Moi, je tenais beaucoup à ce qu'elle soit avec nous. Je l'ai rencontrée à Arles l'été dernier. Elle a un projet que vous avez sans doute, vous en avez sans doute entendu parler, mais vous allez en entendre encore plus parler. Elle va vous raconter ça, qui s'appelle One Art, One Tree, et qui vise à favoriser la reforestation dans le monde. On lui donnera la parole tout à l'heure. On va commencer avec Suzanne Georges. En préparant cette table ronde, on s'est dit climat, société civile, c'est quoi l'idée forte? Si vous aviez une idée à faire passer, c'est à l'occasion de cette COP21, Suzanne, comment la société civile, dans ce contexte, peut-elle s'exprimer? Prenez votre micro. La société civile a tellement de définitions que j'hésite à répondre parce que... Donnez-nous la vôtre, alors. Si nous étions à l'Union européenne, on dirait que la société civile, c'est toutes les fédérations des plus grandes industries, par exemple. Et Attaque à côté ne compte pas pour grand-chose. Mais si vous voulez dire la société des citoyens qui s'engagent en tant que tels et qui ont formé des associations, en général pas très riches, avec plus ou moins de moyens, mais qui ont décidé que politiquement et socialement, il était indispensable de changer un certain nombre de choses et de s'unir pour pousser à cela. Et Attaque a été fondée sur cette idée que nous croulons sous l'argent, qu'on a des crises financières, ça a été fondé en 1999, et que si cet argent pouvait être canalisé au moyen des impôts sur les transactions financières et au moyen de capturer tous les trilliards de dollars qui sont dans les paradis fiscaux, on réparerait de cette manière-là énormément de maux à la fois chez nous et dans les pays plus pauvres du Sud. Ça, c'est la base de tout. Donc, il faut une analyse politique au départ, à mon sens. Et maintenant, je dirais que la jonction est faite entre l'écologie et ce qui raisonnait plus en termes politiques et sociaux. Parce que maintenant, tout le monde a compris que l'écologie est le sujet qui, pour l'avenir, mais pour tout de suite aussi, parce que le GIEC, n'est-ce pas, le grand conseil des savants, des scientifiques qui publie des rapports et dont le dernier a été particulièrement alarmant, nous dit depuis très longtemps, mais en 2030 ceci, en 2050 cela, en 2100 autre chose, et puis c'est toujours plus rapide qu'on ne pense, parce que nous sommes maintenant dans un monde qui est exponentiel. Nous ne sommes pas dans un monde arithmétique. Vous faites 1 plus 1 plus 1, ça fait plus 3. Ça fait 1 plus 1 plus 1, et puis ça quitte le graphique, parce que le phénomène s'accélère. Donc nous savons la gravité de la chose, et je crois qu'à peu près toutes les organisations de la société civile, en tout cas de la mienne, se sont organisées maintenant pour s'occuper aussi du climat et d'intégrer le climat dans leurs propos et dans leurs actions. Alors comment peut-elle faire, dans un contexte très particulier que nous vivons pendant cette COP21 Paris, pour jouer, exercer ce rôle à la fois de mobilisation et de contre-pouvoir? Exercer ce rôle en ce moment est devenu extrêmement difficile pour les raisons atroces que l'on connaît. Nous allons faire dimanche, malgré tout, une chaîne humaine qui ira sur le boulevard Voltaire entre République et Bastille. Ma géographie est correcte. Et Nation, oui. Et Nation, c'est ça, merci. Et nous allons être donc pas
n'allons pas marcher, nous serons stationnaires, mais nous ferons une chaîne de solidarité. Et puis, il y a aussi le mouvement Marcher pour moi. Et on a demandé à des amis dans beaucoup de pays qui a été lancé sur Internet de marcher là où nous ne pouvons pas le faire. Je crois que personne n'a envie délibérément de provoquer les autorités, c'est pas ça, mais nous estimons que 3 mois d'état d'urgence, c'est beaucoup trop. Et historiquement, nous avons trop d'exemples. Moi, je dirais en tant que personne née aux États-Unis, à commencer par George Bush, et qu'à l'occasion du 11 septembre, George Bush avait profité du choc pour la nation pour réduire les libertés énormément. Et nous craignons et nous serons vigilants sur ce point parce que les gouvernements ont très souvent utilisé des chocs émotionnels où le pays essaie de s'unir, mais pour nous, s'unir autour de l'idée de guerre, ce n'est pas ce qu'il faut. Je signale pour ceux qui ne le savent pas que Le Monde et plusieurs journalistes lancent un observatoire de l'état d'urgence pour surveiller, si on peut dire, nos surveillants. Suzanne Georges, il y a des risques, on entend dire, il y a un certain nombre d'ultras radicaux qui envisagent de braver néanmoins les interdictions, de manifester, qui ont dit qu'ils manifesteraient quand même. Alors peut-être pas demain, mais la COP, ça va durer jusqu'au 11 décembre. Est-ce que vous pensez que vous craignez qu'il puisse y avoir de tels débordements ou est-ce que finalement c'est ça aussi la société civile, c'est cette capacité un peu de se lever? Moi je suis connue comme le loup blanc pour mes positions non violentes. Je pense qu'il faut éviter les conflits et qu'il faut raisonner, il faut s'asseoir, dialoguer. Donc je ne souhaite pas du tout de conflit et je ne fais pas partie de ces organisations-là. Il y a toujours eu une frange qui était totalement engagée radicalement, mais je ne peux pas parler pour eux parce que je ne fais pas partie de leurs discussions et ça me paraît admissible parce que la liberté de la parole est sacrée aussi, mais problématique en ce moment. Serge Rue, donc vous êtes conseiller de la maire de Paris, je l'ai dit, vous avez longtemps dirigé WWF France. Est-ce que, d'abord, cette société civile, elle est dans les villes? Vous êtes le représentant ici de la ville. C'est souvent dans les villes que ces manifestations, les grandes manifestations populaires ont lieu. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, finalement, d'exprimer le désir citoyen dans la ville, de changer les choses à l'occasion de la COP 21? Est-ce que le fait qu'il y a un plan climat, le fait de peut-être dire il faudrait changer les comportements, et je sais qu'il y a beaucoup de choses dans les villes à changer comme comportement, est-ce que ce sont finalement d'autres moyens de manifester? Et j'allais dire, le climat, tout le monde peut se demander qu'est-ce que je peux faire, moi, individuellement. Alors les gens vont, ça va d'éteindre la lumière chez soi, prendre moins souvent sa voiture. Est-ce qu'il y a moyen finalement de faire éveiller une forme de conscience climatique à l'occasion de cette COP 21? Je vais répondre à votre question. Aujourd'hui, c'est le 28 novembre. C'est l'anniversaire d'une jolie femme, c'est ma nièce, Marie. Marie, c'est la fille de Tinius, qui a été assassinée le 7 janvier avec toute l'équipe de Charlie Hebdo. Donc, on parle de société civile. Toutes les victimes du 7 janvier et de l'hypercachère le lendemain et du vendredi 13, j'en sais quelque chose. J'étais de permanence ce soir funeste. Ce drame a montré deux choses. La première, c'est qu'il est vraiment grand temps que la fraternité, la bienveillance à l'égard de la planète et de tous ses passagers, nos liens sociaux, nos liens humains, que nous avons le droit d'être en désaccord, mais nous n'avons pas le droit de nous mépriser ou de nous ostraciser. Dans ce monde où, je l'ai dit hier matin ici, où 98%, au moment où on se parle, 90% de la finance mondiale va vers une économie casino qui crée le déséquilibre,
qui crée la pression sur les matières premières, qui crée un mode de vie totalement issu du gaspillage. Donc, cette COP 21, je rappelle quand même qu'il y en a eu 20 auparavant, qu'il y en aura une 22e à Rabat, mais à nous, ensemble, avec notre diversité, avec notre pluridisciplinarité, et avec l'art, la science, le sport, il n'y a pas de solution technique à un problème politique, mais là, il doit y avoir une grande effusion, non pas simplement sur le climat, mais c'est un climat social. La question écologique, Suzanne Georges l'a dit, c'est une question sociale. Le pape le dit. Aujourd'hui, il faut reconnaître, et c'est un laïc athée qui vous le dit, il faut reconnaître que le pape est une vraie figure politique et qui dit des choses sur lesquelles nous sommes vraiment en accord. Nous aimerions qu'il y ait d'autres chefs d'État, ou en tout cas de ce niveau, puissent intervenir avec autant de réalité, autant de ferveur. Donc la société civile, c'est vrai que c'est difficile. Alors s'il y a une société civile, ça veut dire qu'il y a une société militaire. Alors aujourd'hui, on est en état d'urgence, mais on est en état d'urgence climatique. Il y aura 11 milliards d'êtres humains à la fin du XXIe siècle qui vont vivre avec une température moyenne qui est actuellement de 16 degrés, qui va être certainement de 20 à 21 degrés. Qui va provoquer des réfugiés climatiques, politiques, de guerre, mais c'est par centaines de millions. D'ailleurs, je vous invite à aller voir au Palais de Tokyo la magnifique exposition Excite de la Fondation Cartier qui explique les mutations de population dans le monde, à travers la déforestation, à travers la montée des eaux. C'est absolument remarquable. Palais de Tokyo, exact. Allez la voir parce que là, c'est une arme d'instruction massive. Or, nous avons besoin d'avoir des armes d'instruction massive. Permettez-moi cette parenthèse. Mon père s'est battu pendant la Seconde Guerre mondiale avec force contre les inspirateurs d'un parti qui risque de gagner des régions françaises prochainement. Vous vous rendez compte dans quel monde nous allons vivre? Il y a à la fois un dérèglement climatique et puis il y a à la fois des questions extrêmement importantes de partis qui vont prendre des pouvoirs dans des régions et qui sont tout ce que nous détestons. Donc, et lorsqu'il s'agit de faire la guerre à un monde, parce que c'est un combat plutôt, c'est pas la guerre, un combat contre un monde qui détruit le climat, la santé humaine, les entreprises, l'emploi, il y a là, on nous parle sans arrêt de PIB, de PNB, de croissance déflationniste, etc. Quand il s'agit de faire la guerre, alors là, soudain, on trouve tous les moyens. Les porte-avions, les avions, les hommes, les services spéciaux, etc. Soyons clairs, je suis pour que nous nous battions contre ces personnes qui nous veulent du mal. Là, nous avons des fascistes en face de nous. Donc il faut se battre contre eux. Mais pourquoi ce monde, depuis la nuit des temps, est tellement exalté face à la guerre? Est-ce qu'on a mesuré l'empreinte écologique d'une guerre? Lorsque j'étais directeur général du WWF, j'étais très fier que notre première action fut de créer au Sénat une conférence sur l'empreinte écologique des guerres. On ne s'en préoccupe jamais. Or, c'est considérable. Et ça dure longtemps. Donc, cette fascination à l'égard des guerres, nous devons là aussi y mettre un terme. C'est une question de civilisation. On n'est pas venu sur Terre pour plastifier la mer. On n'est pas venu sur Terre pour déforester nos forêts. On n'est pas venu sur Terre pour nous affronter. Le temps de vie, c'est fulgurant. On vit sur une planète magique. C'est absolument extraordinaire. La vie sur la planète. C'est passionnant. Écoutez les scientifiques. Et là, nous passons notre temps pour avoir un mode de vie qui détruit notre environnement immédiat et lointain, qui a totalement sombré dans le gaspillage. Et lorsqu'on dit, attendez, on peut vivre autrement, et mieux encore, on peut vivre sobrement et avec des liens très forts entre nous, avec nos différences. Nous avons une grande diversité entre nous, et c'est ça qui est formidable. Serge, on est un forum Smart City.
vous êtes conseiller d'Anne Hidalgo, je le disais, Anne Hidalgo dans la tribune de ce matin dit « Les villes ont des solutions intelligentes, innovantes, concrètes pour sauver le climat ». Qu'est-ce que, peut-être pouvez-vous nous rappeler ce que la ville de Paris, qui a un plan climat, fait et envisage de faire pour, là aussi, c'est bien que la société civile se mobilise, mais pour que les citoyens agissent, il faut leur donner un certain nombre de cadres. Bon, vous savez, moi j'ai le grand bonheur de travailler avec Anne Hidalgo. Donc c'est pourquoi? Parce que d'abord c'est une femme progressiste sur tous les sujets, et notamment sur l'écologie. Au 1er janvier 2016, la ville allait à 100% énergie renouvelable pour tous ses nouveaux contrats électriques. Donc ça, c'est pas rien. Nous avons décidé avant la COP, de commettre des actes. Le premier fut en mars d'inviter tous les maires européens pour dire comment nous allons acheter ensemble des matériels qui nous permettent de lutter contre le dérèglement climatique. Elle va inviter le 4 décembre ici 1000 maires pour prendre des engagements réels contre le péril climatique. Remarquez la sémantique. Au départ, on disait changement climatique. Après, on appelait ça réchauffement climatique. Et puis, dérèglement climatique. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand je disais dérèglement climatique, on me regardait comme si j'étais un sale gauchiste dans les milieux écolos. Aujourd'hui, il faut dire péril climatique. Et donc, il y a à la fois cette réunion des 1000 maires, et ce n'est pas une réunion symbolique, elle sera forte parce qu'ils vont prendre des engagements concrets sur 100% énergie renouvelable, sur beaucoup d'éléments qui concernent comment on installe une société qui ne fasse pas que nous dépassions les 2 degrés d'élévation de la température moyenne de la planète. Le cadre, le gabarit, c'est celui-là. Et puis, il y a eu les états généraux de l'économie circulaire à l'échelle du Grand Paris. Ce n'est pas rien, comment on infuse, comment on pollinise une nouvelle économie, une économie du plus faible impact sur l'environnement, une économie au plus fort impact social. Je suis un écolo qui veut de l'emploi dans mon pays, de la production économique dans mon pays. Vous n'êtes pas pour la décroissance, comme certains écolos le Moi, manifestent. je suis pour la croissance de la conscience. Et je refuse des croissances. De toute façon, la croissance du PIB, c'est une stupidité absolue. Il faut changer ce thermomètre qui déclenche les guerres. Donc, oui à la croissance de la conscience. C'est la seule chose qui nous fasse avancer, évoluer. On n'est pas, je le répète, on ne vient pas sur Terre pour être médiocre. On ne vient pas sur Terre pour détester les autres, quels qu'ils soient. Ça sert à quoi de vivre? Suzanne Georges, la COP 1, là on est la 21, la COP 1 c'était en 1995, Attac n'était pas encore né. Là on est à la COP 21. Alors je vais citer un autre journal capitaliste et libéral qui s'appelle The Economist. Cette semaine fait sa une sur le climat. Et dans leur éditorial, ils disent entre la COP 1 et la COP 21, très peu a été fait en réalité pour le climat. Alors ça commence à bouger, effectivement, il y a une dynamique, mais si on regarde les énergies renouvelables, par exemple, c'est moins d'1,5% de la production énergétique de la planète. Je parle éolienne et solaire, pour être très précis, pour ceux qui viendront me corriger. Est-ce que là, la COP 21, en attendant la COP 81, la fin du siècle, est-ce qu'on enclenche là quand même néanmoins une dynamique? Et est-ce que Attac, qui, vous l'avez dit, est non violent et quand même réaliste dans l'économie, voit bien qu'il va falloir faire avec les entreprises aussi et qu'il faut changer. Si on veut changer le monde, il faut le changer tous ensemble. Et l'un des sujets, c'est d'embarquer les entreprises dans cette transition. Oui, bon, il y a entreprise et entreprise. Il y a des incohérences, je trouve, et nous trouvons, dans la manière dont notre gouvernement approche ce sujet. D'abord, on invite certains des plus importants pollueurs à être sponsors de la COP. Il faut dire que ça a coûté cher. Hein. Premier point. Peut-être que ça a coûté cher et peut-être qu'ils contribuent quelque chose. Et je ne suis pas contre le fait d'encourager ces entreprises à améliorer leur conduite, mais je constate qu'historiquement, ce sont ceux qui nous ont mis dans cet état-là. Il y a un chercheur qui a montré, pardonnez-moi, que depuis un siècle et demi, il y a 90 entreprises, 50 privées et 40 d'États qui sont responsables
de 63% de tout le CO2 qui a été émis depuis 1854. Bon. Ces entreprises, il faut commencer par là. Il faut diminuer leur contribution. Donc, il ne faut pas subventionner ces entreprises. Il faut subventionner des renouvelables et une transition verte. Ça, c'est l'une des choses que l'on peut faire. Comme c'est Smart City ici, je voudrais raconter que j'ai été, il y a un mois, dans une ville pauvre qui s'appelle l'île Saint-Denis, 7000 habitants. J'étais là parce que les bicyclettes d'Alternativa qui sont venues ensuite à Paris, je ne sais pas si les personnes ici sont au courant parce qu'on a eu assez peu de médias et pourtant ils ont fait 5000 km à bicyclette et ils ont vu énormément de communes sur leur chemin. Toujours est-il que Alternativa est arrivé là avant d'aller place de la République pour une très grande fête et des expositions de tout ce qu'on peut faire pour le climat et que les citoyens font déjà. Bon, alors, l'île Saint-Denis, ville pauvre, 70% d'habitation sociale, c'est dire, a réduit de 28% toutes les émissions de la ville. Comment? Ils l'ont fait par un effort conjoint de tous les citoyens et c'est comme ça que l'on fait. On fait des groupes, on fait des gens qui sont d'accord. On se dit, on peut améliorer la rue, le quartier et toute la ville. Ça peut venir d'en haut et c'est très bien si le sommet reconnaît la base, mais ce que décrit Anne Buffetot, c'est une initiative parmi des centaines qui pourraient être prises par les citoyens. Donc, améliorer le climat et accroître la cohésion sociale, c'est la même chose. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que nous allons avoir à affronter des maux, des problèmes terribles, les réfugiés, les batailles parce que le climat va déposséder et surtout ceux qui vont être dépossédés sont ceux qui sont déjà les plus fragiles, les plus vulnérables. Et si le gouvernement n'a pas une certaine cohérence dans ce qu'il fait à la COP, sur le plan des subventions, sur le plan d'encourager des entreprises qui sont pollueurs et sans mettre de limites et sans mettre de lois en place pour qu'on soit obligé de diminuer le CO2, je suis sceptique. Nous commençons vers le 1er août maintenant à utiliser la deuxième planète, n'est-ce pas? On a épuisé toutes les ressources de la première vers le 1er août, tout ce que le soleil et l'atmosphère peuvent produire sur Terre, et on entame la deuxième planète qui malheureusement n'existe pas. Donc on diminue chaque année la capacité de la Terre à nous nourrir. On ne peut pas continuer comme ça. Et l'emploi, ça viendra non pas des transnationales que Monsieur le Président subventionne à volonté, mais ça viendra des PME-PMI. Et les PME-PMI viendront de ce qu'on fait une transition économique, écologique en même temps. C'est cela qui devrait être favorisé. Serge Auru, si on en croit les scientifiques, les climatologues, on a encore entre 21 et 30 ans de capital climat, c'est-à-dire de CO2 qu'on peut injecter dans notre atmosphère terrestre, avant de dépasser la fameuse barrière des 2 degrés, pour être très précis, par rapport à la période dite pré-industrielle. Alors je ne sais pas si ces chiffres, qui sont évidemment toujours discutables, sont vrais, mais enfin on sait qu'en gros, il y a un compte à rebours. Qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce que c'est encore rattrapable? Parce qu'une des grandes questions que certains posent, c'est qu'on est peut-être entré là dans quelque chose d'irréversible. Edgar Morin dirait qu'il faut croire en l'improbable. Moi, je crois en l'improbable. 2 chiffres, 1000 et 50. 1000, il y a 1 millier de personnes, il y a 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui. Les décideurs, que j'appellerais endormis, pour certains. Ceux qui sont à la COP 21 demain. Désinvoltes, cupides. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 1000 personnes, il y a 7 milliards d'individus et qu'il y a 1000 décideurs de notre avenir.
entrepreneurs, ceux qui détiennent l'ensemble des médias dans le monde, etc. Il faut bien le dire. Comment, ensemble, et je le répète, avec notre force multiculturelle, plurielle, comment on arrive à rendre ringards ces personnes qui ne croient pas aux chiffres d'élévation de la température moyenne de la planète ou qui tournent la tête quand on leur parle de CO2 qui est diffusé abondamment sur la planète aujourd'hui. Comment on arrive à les rendre ringards en disant mais c'est pas possible d'agir ainsi? Qui a envie de dire moi j'aime détruire la planète? Même dans ce millier de personnes, ça n'existe pas. Ils sont très sympas, ils sont cultivés, ils aiment Mozart, ils peuvent même aimer les Beatles, mais peu importe. Comment on rend ringards les gens qui font obstacle à une autre humanité? Voilà. 50, pour moi c'est en France. Comptez parlementaires, députés, sénateurs, députés européens. Combien sont-ils écolos? Je ne veux pas parler simplement du Parti vert, Europe Écologie Les Verts. Il y a des gens à droite qui sont écolos. Il y a des gens à gauche qui sont partis socialistes, qui en tout cas défendent des idées écolos. À peine 50, et si je dis 50, le chiffre est déjà, j'exagère, mais 50, sur plus de 1100 parlementaires. 1000 parlementaires. Donc, il faut voter, il faut choisir nos décideurs. La ville de l'île Saint-Denis, il y a un maire, Michel Boudrin, qui est formidable. Serge Auru, le peuple français, la société civile française, pour ne pas dire qu'elle plébiscite les partis écologistes aujourd'hui, qui ne donnent pas un spectacle, pardon de le dire, qui ne donnent pas un spectacle tout à fait exemplaire. Je prétends, par culture familiale, et par conviction, je suis un homme de gauche, je ne le cache pas. Mais je ne prétends pas que les droits humains, que l'écologie n'appartiennent qu'à la gauche. Je pense qu'il y a des gens au centre, je pense qu'il y a des gens à droite qui sont écolos et qui aiment les droits humains. Nous avons une histoire commune où des hommes et des femmes se sont retrouvés dans des moments difficiles et pourtant ils n'étaient pas dans le même parti mais ils défendaient les mêmes valeurs. Voilà, dans notre histoire de France. Comment, voilà, à nous de choisir des hommes et des femmes qui ont envie d'un véritable progrès, non pas pour simplement la technologie, parce que bien sûr qu'il faut de l'innovation pour rendre notre manière de produire, de consommer beaucoup plus sobre. Mais il y a aussi beaucoup de bon sens, il y a beaucoup de philosophie. La philosophie n'existe plus. Or, la philosophie, c'est essentiel à notre respiration, à notre vie, et je le répète, il faut marteler ça, extrêmement fulgurante. Regardez tous ces jeunes qui ont été assassinés, regardez cette jeunesse-là. Donc, soyons à la hauteur de leur mémoire, de leur dignité, dans notre quotidien. Et chacun, parce que nous vivons aussi un monde qui délègue en permanence sur les autres. C'est toujours la faute du président de la République, c'est la faute du maire, c'est la faute du député, c'est la faute du délégué syndical, c'est la faute du prof, et c'est la faute du patron qui ne me reconnaît pas, moi, comme une intelligence supérieure et vachement utile. Voilà, c'est toujours la faute des autres. Bon, nous avons des parts de médiocrité en nous, hein. Moi-même, j'ai ma part. Ça vous arrive de rouler en voiture diesel, non? Non, certainement pas. Mais vous savez, je ne suis pas blanc-bleu, et j'ai aussi ma part carbone. Ça, on l'a tous, là, il suffit de respirer. Donc, comment on peut agir ensemble? Et je le répète, je crois qu'il faut remettre de la bienveillance, de la gentillesse dans nos rapports humains. Ça, c'est dans notre quotidien. C'est quand même pas normal de vivre les transports en commun et de voir la sinistrose que nous avons tous sur nos visages. C'est autre chose, la vie, non? L'écologie, pour moi, c'est l'art des relations humaines. Hein. Parce que si c'est pour manger bio, rouler en Toyota Prius et avoir des rapports exécrables comme nous savons les faire, il vaut mieux continuer jusqu'au désastre. Nazia Mestaoui, demain soir à 18h30, et ce n'est pas un appel à manifester, mais c'est une information, c'est une manifestation, la Tour Eiffel va s'habiller de vert. Vous êtes une artiste,
Alors peut-être avant de regarder, on va vous projeter le film que vous nous avez donné. Est-ce que vous voulez, Nadia, qu'on présente le film avant ou le commenter ou commencer à dire Je vais peut-être introduire un tout petit peu. Introduisez peut-être, voilà, et vous nous dites Et, quand est-ce qu'on peut regarder le film. Et en fait, donc c'est une œuvre que j'ai créée qui va démarrer donc, demain sur la Tour Eiffel jusqu'au 3 décembre et qui va permettre à chacun concrètement de passer à l'action. L'idée, c'est finalement d'associer l'art et l'action et de transformer la Tour Eiffel en ce symbole de la mobilisation citoyenne internationale qui permet à chacun d'afficher un message positif sur la Tour Eiffel, parce que chacun va pouvoir donner naissance à un arbre virtuel qui va pousser au rythme du battement de son cœur et qui va être associé à un message ou à un mot qu'il aura souhaité mettre sur la Tour Eiffel. Et ensuite, tous les arbres virtuels qui pousseront sur la Tour Eiffel seront réellement plantés sur les 5 continents dans des programmes de reforestation. Donc l'idée, c'est justement, au-delà des mots, de concrètement passer à l'action et donner la possibilité à chacun d'être présent d'une manière plutôt immatérielle à Paris pendant la COP, mais aussi pour montrer que finalement, au-delà des négociations gouvernementales, les choses vont évoluer parce que chacun d'entre nous se sent à nouveau responsable de l'avenir qu'on construit ensemble. Et à mon sens, c'est aussi justement ce qui fera le succès de cette COP. Le fait qu'il y ait une vraie mobilisation internationale, pas tant sous forme de manifestation, mais véritablement sous forme de passage à l'action, et qu'on se sente à nouveau les auteurs finalement de notre réalité et de notre avenir. Alors pour être très concret, il y a une application pour ça qui s'appelle One Heart, One Tree, donc un cœur en arbre en anglais, parce que c'est une installation qui est prévue pour être internationale. Et donc alors qu'est-ce que ça permet de faire cette application? Alors c'est donc une application qui est en ligne depuis un peu plus d'une semaine maintenant, qui permet à chacun de donner naissance à son arbre virtuel en donnant son rythme cardiaque. Donc en fait, on met son doigt sur la cellule photographique de son smartphone. Je récupère le rythme cardiaque de chacun. Ensuite, donc on va voir son arbre pousser au rythme du battement de son cœur. Chaque arbre est différent, unique. Il est en 3D. Et on va pouvoir y associer un mot, un message. Vous pouvez télécharger l'application. Elle fonctionne sous Android, iPhone et Windows Phone. Elle est gratuite, mais quand on veut véritablement planter son arbre dans un programme de reforestation, il faut contribuer. Donc c'est 10 € qui sont versés à une première association qui reverse ensuite une grande partie des fonds à d'autres associations partout dans le monde. Enfin, il y a 7 associations avec lesquelles on travaille qui replantent les arbres, qui vont être suivis ensuite réellement. On vous dit même quel est l'arbre que vous allez planter, je non, crois, pas l'espèce. Pas l'espèce, mais à quel endroit? À quel endroit, oui. Il y a 7 sites qui ont été sélectionnés. Donc il y a un site au Pérou, un en Amazonie, un au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en France, sur l'ensemble du territoire, dans des systèmes agroforestiers, en Inde et en Australie. Et chaque fois, ce sont des programmes que j'ai sélectionnés directement, que je connais et dans lesquels je vais et que je vais suivre en fait pendant 3 ans. Donc en fait, vous allez avoir un suivi pendant 3 ans des programmes de reforestation. Et pour vous donner un exemple, par exemple en Inde, on plante avec un berger de l'Assam qui s'appelle Jadav Payeng, qui depuis 36 ans, tous les jours, plante des arbres. Et il a reforesté une zone qui aujourd'hui est plus grande que Central Park, tout seul, de ses mains, dans laquelle il y a des tigres, des éléphants, des rhinocéros. Et l'idée, c'est justement à la fois de parler de son action, de montrer qu'on n'a pas besoin d'être riche, d'être connu, d'être influent pour véritablement changer les choses, que chacun d'entre nous peut passer à l'action, concrètement, et ce n'est pas forcément inaccessible. Et l'idée, voilà, justement, c'est d'agrandir son équipe, de faire en sorte qu'il puisse, être accompagné d'autres personnes, inspirer d'autres personnes et continuer à développer et à reforester d'autres zones. Donc ça, c'est un petit peu justement le type de projet que j'ai sélectionné parce que pour moi, c'est des vrais symboles et sources d'inspiration pour ce vers quoi on peut tous tendre. Comment vous est venue l'idée ? Alors l'idée vient d'Amazonie. En fait, ça fait 4 ans que je passe 1 mois par an en Amazonie dans les tribus. C'est pour ça aussi qu'il y a un programme en Amazonie dans la tribu Achaninka. Et en fait, la première pierre finalement qui m'a inspiré le projet, c'est le rapport qu'entretiennent les tribus avec la nature. Pour eux, ils se pensent comme faisant complètement partie de la forêt. Et il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'ils font partie d'un réseau. Et eux, en tant qu'êtres humains, sont au centre de leur propre réseau. Mais ils considèrent, par exemple, qu'eux se voient comme des êtres humains et qu'ils voient les animaux comme des animaux. Et que les oiseaux se voient comme des êtres humains et voient les animaux et les hommes comme des animaux. Et donc, ils ont ce rapport qui est complètement horizontal entre les espèces, qui fait qu'ils ont énormément de respect pour tout ce qui les entoure et qu'ils sont dans une véritable interdépendance, mais qui est intégrée. C'est Gaïa, si je puis dire. C'est Gaïa, dans le cycle de fondation. C'est aussi Avatar, en fait, puisque dans Avatar, on voit exactement, justement, une partie, une facette, finalement, de la réalité dans laquelle eux vivent. Par exemple, pour eux, un arbre, c'est un autre esprit avec lequel ils ont la capacité de communiquer. Et donc, ils vont se connecter à certains arbres pour aller chercher des savoirs particuliers. Et vous croyez que les arbres ont un esprit ? Moi, je pense que les arbres sont vivants et qu'effectivement, il y a une forme d'intelligence qui est complètement différente de la nôtre, mais qu'on a la capacité de communiquer avec tout ce qui est vivant.
simplement parce qu'on est vivant tout comme eux, et qu'il n'y a pas de hiérarchie. On n'est pas au sommet d'une pyramide et on ne dispose pas de la nature comme si finalement c'était de la matière qui était mise à notre disposition. Au contraire, on fait partie d'un réseau et on est dans une véritable interdépendance. Et aujourd'hui, finalement, on le voit à cause malheureusement de cette crise, et en même temps, potentiellement, j'espère que cette crise va nous amener à une vraie prise de conscience du fait qu'on fait partie d'un système, qu'on fait partie d'une nature et qu'on ne possède pas la nature, on est la nature. Est-ce qu'on regarde le film? On peut regarder le film. Si Est-ce que vous pouvez nous le lancer? Merci. Je m'appelle Nadia Mestaoui et en tant qu'artiste, ma passion est de reconnecter le virtuel, le réel, l'invisible, le visible, la technologie et la nature. Je crois qu'on a tous le pouvoir d'inspirer notre avenir et que l'art est un vecteur idéal pour partager et donner la possibilité à chacun d'entre nous d'agir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé One Heart, One Tree. J'ai choisi un événement international important pour y donner vie. La conférence sur le climat des Nations Unies qui se tient à Paris en décembre prochain. Avec One Heart, One Tree, on a tous le pouvoir, où qu'on soit dans le monde, de contribuer. C'est une œuvre d'art collective qui va transformer des monuments dans Paris, dont la Tour Eiffel, en forêt virtuelle grâce à des techniques de vidéomapping. Chacun d'entre vous peut créer son arbre. En chargeant l'application, vous mettez votre doigt sur la cellule photographique et votre battement de cœur va être enregistré. Ensuite, vous allez voir votre arbre, avec votre nom, pousser au rythme du battement de votre cœur sur les monuments. Et comme chaque battement de cœur est unique, chaque arbre va aussi être complètement unique. Ensuite, chaque arbre virtuel va pousser dans la réalité, dans un projet de reforestation. Donc le virtuel devient réel. Et l'objectif est de planter des millions d'arbres. Et maintenant, on a besoin de vous pour que vous deveniez créateurs de One Heart, One Tree. Des forêts entières sont revenues à la vie, avec des sources d'eau qui réapparaissent, des animaux ont à peine 15 ans. Avec One Heart, One Tree, c'est le battement de cœur d'une personne qui donne naissance par le biais des technologies à une autre vie, un arbre. Et si on se connecte tous, on peut avoir un impact énorme. Et je vous remercie pour votre soutien. Cette œuvre d'art ne peut exister que grâce à chacun d'entre vous. J'ai envie de vous applaudir. Quelques dernières questions. La dimension internationale, donc on est en France, mais est-ce que, évidemment, One Heart, One Tree, c'est en anglais, ça veut dire que vous avez déjà d'autres pays? Est-ce que le monde entier pourrait contribuer? Déjà, dès maintenant, tout le monde contribue. Alors, ce qu'il faut que je raconte, c'est justement la manière dont le projet a démarré, parce qu'en fait, tout a démarré sous la forme d'une campagne de crowdfunding sur Kickstarter, donc qui est une plateforme de financement participatif. Et ce qui est aussi intéressant, c'est justement, dès son départ, finalement, le projet est porté par les citoyens et il existe parce que les citoyens l'ont bien voulu, puisqu'ils ont finalement contribué à son financement et à son lancement. Et donc la vidéo que vous avez vue là, justement, c'est la vidéo qui avait été faite pour la campagne de financement participatif. Et donc, pendant la campagne, on a eu quasiment 1000 participants partout dans le monde, beaucoup d'Américains, des Chinois, des Français, énormément de Français évidemment, beaucoup de Parisiens, mais vraiment des participants du monde entier. Et là, depuis une semaine, donc on a l'application, les gens continuent à contribuer depuis mai jusqu'à maintenant, et on a des gens qui viennent du monde entier. Donc la Tour Eiffel va être filmée en streaming pendant la semaine, et on n'aura pas nécessairement besoin d'aller devant la Tour Eiffel pour la voir et pour voir son nom, mais on va pouvoir la suivre en ligne, et on recevra, quoi qu'il arrive, une photo de la Tour Eiffel avec notre arbre et notre nom, ou notre message. Et l'idée, c'est justement de pouvoir être présent à Paris, où qu'on soit dans le monde, et de pouvoir contribuer aussi concrètement dans ce contexte-là. Donc je démarre à Paris, sur la Tour Eiffel. On a un seul monument dans la vidéo, je parlais de plusieurs monuments, mais ça c'était en mai dernier. Maintenant, on a la Tour Eiffel, qui était le monument le plus important pour moi, parce que c'est un véritable symbole international qui aujourd'hui, plus que jamais, représente justement notre envie de paix, d'amour, de droits de l'homme, de respect. Et finalement, voilà, l'idée c'est de faire en sorte que cette Tour Eiffel puisse redevenir le symbole de la société qu'on a envie de construire, en fait. Et je pense qu'on est très nombreux à avoir envie de contribuer à inspirer cette société vers laquelle on a la possibilité d'aller.
Ensuite, le projet va partir partout dans le monde. Et donc, je suis en discussion avec d'autres villes pour justement faire circuler One Heart, One Tree sur tous les monuments les plus emblématiques de la planète. Et à chaque fois, rajouter un programme de Tous ceux qui étaient reforestation. en bleu, blanc, rouge le 13 novembre? Et bien plus. Formidable. Suzanne Georges, vous militez toujours pour la taxe Tobin. Mais est-ce que, quand vous voyez un exemple qui vient d'une jeune femme artiste qui monte une campagne de crowdfunding, qui arrive à faire se lever de l'argent pour un projet, la reforestation, est-ce que vous ne dites pas vous pourriez utiliser les ressources de la nouvelle économie dite du partage, peut-être pour changer le monde, en attendant peut-être de l'avoir un jour, cette taxe Tobin, enfin depuis le temps? Est-ce que le crowdfunding, est-ce que finalement cette société civile qui s'exprime aussi différemment aujourd'hui via les réseaux sociaux, c'est pas le nouveau levier pour des associations telles que la vôtre? Évidemment, j'adhère à 100%. Je trouve que c'est formidable d'encourager les gens à avoir d'abord la conscience, ensuite le geste individuel. Je dis simplement que ce n'est pas la somme des gestes individuels qui va faire basculer le climat vers ce que nous souhaitons. C'est indispensable, mais ça n'est pas suffisant. Donc, je voudrais dire rapidement ce qu'il faudrait. Il faut que le CO2 ait un prix, parce que si ça ne coûte rien... C'est ça la taxe Tobin du 21e siècle. C'est ça, c'est le prix du carbone. Pollueur-payeur, c'est un vieux principe. Mais vous savez que les entreprises sont d'accord avec vous. Mais certaines entreprises. Peut-être. De plus en plus. OK, mais qu'elles le prouvent et qu'elles le disent. Ben, ça ne fait pas partie de la négociation de la COP21. Non, là, c'est la responsabilité des gouvernements, pas des entreprises. Je sais, mais ça fait partie de la pression citoyenne, ça c'est sûr. Donc les entreprises font partie de la pression citoyenne? Non, nous devons faire pression sur l'entreprise. Elle fait évidemment partie, mais il faudrait qu'elle bascule vers un autre comportement. Et pour faire cela, il faut, à mon sens, transformer en loi ce qui n'est pour l'instant qu'un vœu pieux. Et la loi, c'est le carbone à un prix. Voilà. D'autre part, oui, pas si simple au niveau international, parce que le prix du carbone en Suède ou en France, il existe dans les pays nordiques. En France, en Europe, on a essayé avec un marché, mais si vous mettez ça dans les pays pauvres, si c'est le même prix, ils vont pas être d'accord. On a essayé, et aux premières petites manifestations tout simple, on a cédé. C'est pas comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est un prix unique du carbone, c'est difficile. C'est difficile. Je dis qu'économiquement, on a besoin que le CO2 ait un prix et que la pollution ne soit pas une activité gratuite. Bon. D'autre part, nous avons calculé avec d'autres qu'il faudrait que 80% de tous les combustibles fossiles restent dans le sol. Sinon, on est fichu. On est déjà à 1 degré. On a droit à encore 1 degré. Et ce premier degré a été fait depuis... cette montée est faite depuis 25 ans seulement. Alors, si on continue en augmentant chaque année, comme c'est le cas maintenant, nos émissions, on arrivera à 2 degrés et bien au-delà. On sait que nous allons vers quelque chose de catastrophique. Et quand on voit que le nombre d'événements tragiques qu'on appelle encore à la télévision exceptionnels, des événements climatiques exceptionnels, ça m'énerve à chaque fois parce que c'est de plus en plus la règle. Il y en a 3 fois plus que dans les années 80. Des inondations, des feux de forêt, des sécheresses, etc. Et la guerre de Syrie n'est pas étrangère aux sécheresses. Il y a eu 2 récoltes complètement perdues. Et alors, les agriculteurs perdent leurs moyens de vivre, ils vont en ville où ils trouvent des recruteurs, ils trouvent des gens qui ont des armes, qui peuvent les nourrir 3 fois par jour. Qu'est-ce que vous feriez? Nous avons aussi en négociation un traité qui s'appelle le TAFTA entre les États-Unis et l'Europe, qui sera un désastre pour le climat si ça passe. Ça va augmenter énormément le volume des exportations. On ne cherchera plus à produire chez soi et localement et à relocaliser la production et à diminuer les transports. Et d'autre part, ça vient assorti d'un système de règlement des disputes, des différends, qui est axé sur des tribunaux privés, par des avocats privés, et qui décident si
l'entreprise a été privée de ses profits. Quand l'entreprise peut se plaindre contre un État. Un exemple, compagnie américaine Occidental Petroleum porte plainte contre l'Équateur et demande 1,8 milliard de dollars parce qu'on lui a interdit de forer pour du pétrole dans une région de l'Équateur, en disant « mes attentes légitimes ont été déçues ». On a toujours des raisons comme ça très larges dans ces traités. Et on lui a donné raison, et l'Équateur est condamné à payer 1,8 milliard de dollars et de laisser forer la compagnie dans cette zone interdite. Problème au Québec, autre entreprise qui demande 250 millions de dollars, pas décidée encore, parce qu'elle veut faire de la fracturation hydraulique dans le bassin du Saint-Laurent. On lui a interdit, le Québec avait fait un moratoire sur tout ce qui était fracking, et cette entreprise a dit, mais pas du tout, moi je veux forer dans le bassin du Saint-Laurent, et vous me devez tant. Alors si on ne fait rien, et si on essaie de mettre les entreprises comme ça dans le cadre légal, où ils ne peuvent pas faire certaines choses, et où le TAFTA n'a pas prise sur ces choses-là, nous allons vers des plaintes et les États vont être submergés de plaintes s'ils essaient d'améliorer les lois sur l'environnement. Serge Auru, on arrive à la fin de cette table ronde. Il va falloir qu'on clôture. Juste un mot, est-ce que les entreprises peuvent faire partie de la société civile malgré tout ? Et bien sûr, les chefs d'entreprise sont comme nous. Ils aiment la vie, ils aiment leurs enfants et ils aiment la planète. Et puis il y a un intérêt économique aujourd'hui qui rejoint l'intérêt écologique. C'est que c'est des économies de dépenses. Si on peut avoir l'énergie moins chère. Donc il y a un intérêt à faire des progrès technologiques, par exemple. Oui, mais il faut aussi que de l'université aux grandes écoles, mais aussi aux écoles maternelles, nous puissions enseigner cela. Il y a quelque chose dont nous n'avons pas parlé, mais qui est partie prenante de toute notre conversation, c'est l'éducation. Il y a des exemples très importants dans le monde où il y a des écoles où les enfants ne s'ennuient pas, où on apprend à vivre dans le pluralisme. Et si je dois conclure en pensant à la magnifique œuvre de Nazia, c'est une très jolie phrase de quelqu'un qui a dit « Il nous faut vivre seul et libre comme un arbre et ensemble comme une forêt ». Nazia, le mot de la fin pour vous. Moi, je suis assez optimiste, en fait, dans l'absolu, parce que je pense qu'on a beaucoup plus de marge de manœuvre que ce qu'on imagine. Je pense effectivement que c'est important que les décisions politiques soient prises, mais je pense aussi que si les citoyens se mobilisent, ils peuvent porter des messages qui vont être relayés par ces politiques et que c'est comme ça qu'il faut faire en sorte que les choses fonctionnent. Aujourd'hui, on est en train de basculer d'une société pyramidale vers une société en réseau et mine de rien, on a de plus en plus de moyens de s'exprimer sur les réseaux. Sur des médias, parce qu'on n'est plus dans une logique top-down, mais véritablement dans une logique bottom-up. Donc on devient chacun des émetteurs d'informations. Et je pense qu'il faut qu'on se réapproprie notre pouvoir pour justement porter la vision et la société qu'on a envie de voir émerger. Mais surtout, soyons émetteurs de joie de vivre. Émetteurs de joie de vivre, la joie dans tout ce que nous faisons. Merci à tous. On a hâte de voir la Tour Eiffel demain soir. Merci encore.